Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous êtes à l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. Un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est un rendez-vous que vous pouvez suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Maintien de Roch Kaboré en résidence surveillée. Les prises de position en faveur de sa libération fusent de toutes parts. Après la sortie médiatique du MPP, son parti, c'est au tour de l'Union MPS d'appeler à la libération sans condition de l'ancien président. Le sujet est enrôlé à cette convocation du tribunal de l'actualité. Dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO, la Guinée-Conakry rejette les conclusions et les autorités disent ne pas se reconnaître dans les décisions prises lors de cette rencontre. Décryptage et analyse de ces deux sujets après les avant-propos. Voilà, merci président. Moi, mon avant-propos va concerner Adama Soso, deuxième vice-président de l'UPC, qui parlait du nomadisme politique au Burkina, qui disait qu'il avait proposé qu'on frappe d'indignité tout homme politique qui se hasarderait à cela. Bon, c'est un propos qui tombe, on va dire comme ça, pile poil aussi dans ce que nous connaissons ces derniers temps, mais là-dessus, on est tous un peu mal à l'aise parce que les convictions et quelquefois aussi en politique, comme on sait, ça peut être changeant. On peut adhérer aussi au regard des trajectoires qu'on veut de ces objectifs à certaines causes, étant entendu que, comme disait quelqu'un, c'est une question d'abord d'intérêt, c'est une question aussi de stratégie, et donc c'est souvent un peu difficile. Maintenant, celui qui devrait sanctionner, je crois aussi que c'est celui qui apporte sa voix, parce que quand on vient en politique, c'est pour des postes électifs, c'est pour un certain nombre d'éléments, donc celui qui devrait sanctionner pour peu qu'il n'ait plus confiance en vous au regard de vos postures, au regard de vos trajectoires, ça devrait être le votant, ça devrait être le destinataire final de tout ce qu'on a aujourd'hui en termes d'offres sur ce plan politique-là. Mais il y a aussi que, à la réalité, même ceux qui votent sont aussi dans ce jeu-là. Parce qu'on a regardé avec les dernières consultations électorales, ce qui a été décrit notamment par le RENLAC, c'est la question de la corruption ou de la fraude électorale, mais notamment c'est l'argent, le dieu argent qui était au cœur des choses. Donc, lorsque vous avez des gens qui sont plus sensibles à 2000 francs ou à autre chose, vous comprenez que l'attitude des partis politiques, l'attitude des hommes politiques, ce n'est pas cela qui les regarde, ce n'est pas cela qui importe pour eux, ce n'est pas cela qui fonde leur choix. Donc, ça fait qu'on a une scène dans laquelle il y a des gens de certains acabits qui se permettent tout et n'importe quoi. Donc, frapper d'indignité, je ne sais pas ce que cela voudrait dire, mais on comprend clairement que ça devient très dérangeant. Pas seulement pour ce qu'on devrait véhiculer comme message, pour ce qui est de la façon de faire la politique, mais aussi pour les partis eux-mêmes, qui sont champions dans le débauchage, mais qui, lorsque ça leur arrive, grincent des dents et commencent à ruer dans les brancards. Mais quand c'est eux qui sont en position de force et qu'ils ramènent tout le monde vers eux, ils se disent, écoutez, c'est notre force de persuasion, c'est ceci, c'est cela, c'est comment dire ça, c'est nos arguments. Mais quand c'est les autres, ça devient non, c'est pas un jeu intéressant, c'est des coups en dessous de la ceinture. Donc, il faut savoir le message qu'on veut à la fin. Donc, c'est-à-dire, c'est intéressant, mais je pense que celui qui devrait être le dernier arbitre, ça devrait être les Burkinabés de façon générale. Mais le problème, c'est que eux-mêmes, ils regardent ailleurs. C'était mon avant-propos. Merci, juge Vaha. Juge Bougma, votre avant-propos. Merci. Mon avant-propos va concerner la Guinée. C'est vrai que le sujet de la Guinée est enrôlé, mais moi je vais m'intéresser au cas Cellou Dalein Diallo. Voici un monsieur qui avait béni le coup d'État, qui est sorti, qui a fait une sortie médiatique à l'américaine, entouré de ses ouailles. Il bénit le coup d'État, il dit c'est logique, c'est même bien. Et en tout cas, il avait trouvé le mot juste pour dire que c'était très bien. Il fallait que le coup d'État arrive, et puis bon voilà. Mais la suite, on la connaît. C'est lui également, c'est l'un Diallo qui se retrouve en difficulté avec les mêmes militaires. Le junte, le mot est lâché, qui dit d'ailleurs que la junte refuse le dialogue. Donc aujourd'hui, qui est dans des beaux draps, comme on le dit. Donc, avec
ce qu'il avait comme élément d'argument d'opposition à Alpha Condé, je n'irai pas jusqu'à dire que comme s'il avait une haine contre Alpha Condé, mais les choses, ça y ressemble fort. Donc, en fait, du fait de vouloir personnaliser effectivement un combat politique, à un moment donné, il a oublié qu'il y a une Guinée et il y a Alpha Condé, qui certes est en train de jouer sa partition, mais après qui va quitter la scène d'une façon ou d'une autre. Effectivement, il a quitté la scène d'une façon ou d'une autre. Maintenant, vous avez un coup d'État que vous avez béni. Alors, les militaires également disent, nous allons faire les choses dans le bon sens. Et l'une des victimes, c'est également celui d'Alain Diallo, qui est maintenant très fâché et qui est très dur contre, comment on appelle ça, les militaires qui sont venus également terrasser sa maison et qui est réellement très très fâché. Donc son domicile a été réduit en cendres et puis, pour ne pas dire en poussière, quoi. Donc, je cite, l'engin de terrassement accompagné de policiers et de gendarmes est entré dans la concession et a procédé à la démolition de la maison et de ses annexes qui ne sont plus que des amas de gravats. C'est ce que lui-même il a dit. Donc, il est indigné. Mais si lui-même il est dans de l'indélicatesse et que l'État guinéen veut faire rendre justice en détruisant ou du moins en mettant la maison à terre parce que ça ne l'appartient pas et que où se trouve le problème? Puisqu'il a demandé de la rectitude, il a demandé qu'il respecte le droit. Si ce n'est pas ça également, qu'il prenne également le chemin de la justice et aille se plaindre. Mais ce n'est pas la peine de se morfondre sur des médias, des plateaux, tout, alors que vous les avez bénis à l'arrivée. Quand c'est un coup d'État, il faut vraiment faire très attention, faire prudence. Parce que quand c'est un état d'exception, on ne peut pas savoir où ça peut aller, puis ça peut se retourner contre soi-même. Moi, je n'ai pas dit que comme il a dit ça, qu'il en subisse, non. Mais j'ai dit, s'il estime que ses droits élémentaires ont été lésés et qu'il est dans ses droits, qu'il fasse également justice. Donc, comme il n'a pas pu battre Alpha Condé par les urnes et qu'un coup d'État est venu l'enverser, il s'enorgueillissait, alors que les uns et les autres disaient non, c'est un précédent dangereux parce que ça ouvre la porte parfois à tous les abus. Malheureusement, il a été la première victime, il est l'une des premières victimes d'une telle situation. Et ça ne va pas s'arrêter là. Peut-être que même sur lui encore, d'autres choses pourraient effectivement revenir. Mais c'est un opposant guinéen qui effectivement est sur la brèche depuis de longues années, mais qui, au tournant de l'histoire, à un moment donné, il se retrouve de l'autre côté de la plaque. Quel enseignement est-ce qu'il faut tirer? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il est également victime de ces militaires dont il a acclamé, pour ne pas dire donner un standing ovation à leur arrivée. Merci, messieurs les juges. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Premier sujet retenu pour cette convocation, on l'a dit, maintien de Roch Kaboré en résidence surveillée. Les prises de position fusent de toutes parts après la sortie médiatique de son parti, le MPP. C'est au tour de l'UNIR MPS d'appeler à la libération sans condition, en tout cas de l'ancien président. C'est le premier sujet en tout cas à rouler pour cette convocation. Le deuxième sujet lui va porter sur les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Concernant la Guinée-Conakry, les autorités rejettent en bloc les conclusions et disent ne pas se reconnaître dans les décisions prises lors de cette rencontre. Alors nous allons commencer justement avec ce premier sujet-là, on l'a dit, au cours d'une rencontre de son secrétariat exécutif national. L'UNIR MPS demande la libération pure et simple de Roch Kaboré. En tout cas, c'est un sujet qu'il faut régler, un dossier brûlant. Juge Bougma. Oui, en tout cas, ça devient de plus en plus un sujet de préoccupation pour les autorités actuelles et également un sujet de préoccupation pour les proches du président, y compris sa famille politique. Même si sa famille biologique, pour le moment, parle moins, parce que d'abord, c'est ça aussi, c'est un homme politique longtemps, qui est resté de longues années dans le carcan de la politique. Donc voilà, c'est pratiquement devenu sa deuxième famille, après celle biologique naturellement. Donc effectivement ici, c'est sa famille politique. L'UNIR MPS était membre de la majorité, donc de l'ex-majorité. Donc c'est également un compagnon de lutte de l'UNIR
parlant du président Roch Kaboré, donc président du MPP en son temps en 2014, quand il s'agissait de prendre position pour refuser la modification de l'article 37. Étant donné que lui et ses compagnons avaient été mis en minorité au niveau du parti, compte tenu de la nouvelle donne qui avait été impulsée et qui a propulsé François Compaoré et ses ouailles au devant de la scène, et ces anciens caciques qu'on appelait les commissaires régionaux, c'était leur titre, à un moment donné se sont retrouvés réduits à néant. En plus de cela, il faisait également partie du cercle proche du président Compaoré, parce qu'ils l'ont accompagné depuis ces nombreuses années et ont tenté également de faire de rapprochement. Ça n'a pas marché, donc la suite on la connaît. Et c'est un début de compagnonnage qui a commencé à l'opposition avec Zéphirin Diabré, Benouende Sankara, Tahirou Bari, Ablassé Ouedraogo, donc les anciens du CEFOP d'alors, donc jusqu'à la chute de Blaise Compaoré. Ce sont des compagnons. Donc ici, maintenant, c'est des sorties qui ont commencé pratiquement quand les 2 mois du coup d'État ont été consommés. Il y avait des sorties, il y avait des appels de pied, mais là, c'est des appels ouverts. Et là, même la CEDEAO a changé de ton. Et l'UNIR, on s'attendait, le minimum, c'était ça. C'est vrai que les premières sorties de l'UNIR avaient fâché beaucoup par rapport au contenu du message qui avait été donné, parce que c'est des gens qui disaient « nous sommes avec vous » et qui n'avaient pas condamné ouvertement, de façon ouverte, le coup d'État qui venait, qui était arrivé. Donc, ça avait courroucé l'opinion. Donc, aujourd'hui, c'est une autre étape. Après son parti, c'est ce parti-là. Donc, personnellement, je pense d'ailleurs qu'ils ont mis du temps. Parce que les organes de la transition étaient mis en place. Tout est mis en place. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le changement de DG, je ne sais pas moi. C'est petit, ce qui reste. Sinon, tout le reste, le gouvernement est en place, la LT est là, même si le bureau du Parlement n'est pas encore formellement installé, mais ils sont installés dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont même commencé parce qu'il faut rédiger le règlement intérieur et après installer, comme on appelle ça, le président d'Assemblée. Non, pardon, le bureau de l'Assemblée nationale, donc les vice-présidents et les questeurs avec les présidents des différentes commissions. Bon, tout l'esprit grand chose. Donc, qu'est-ce qui reste encore? Pourquoi est-ce qu'il faut maintenir en détention quelqu'un qui, aux premières heures, semblait même plus être intéressé par son pouvoir? Son attitude a laissé comprendre qu'il ne voulait plus. Et d'ailleurs, ils sont nombreux ces personnes qui se disent, même si ce coup-là, il n'a pas pris part, peut-être que les renseignements lui ont parlé à la dernière minute, mais il a laissé faire pour pouvoir s'en débarrasser compte tenu de son attitude. Donc aujourd'hui, maintenir une telle personne en détention, ça suscite beaucoup de commentaires, c'est des risques que les autorités prennent, mais je dis bien, ils donnent également de l'argument pour de l'activisme politique, en attendant qu'ils disent que c'est débordant ou pas. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a les injonctions des organismes et des organisations sous-régionales sur le cas Roch Kaboré. Aujourd'hui, c'est également, comme on l'a dit, un objet de pression à l'interne sur tous les partis politiques qui s'y mêlent. Comme je l'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas lieu justement de statuer sur le cas Roch Kaboré pour qu'on puisse avancer sur ce dossier? Oui, c'est clair que la question, elle préoccupe. Et depuis le début, tout le monde se posait la question de savoir quel allait être son sort. Et puis, on a vu les premières images de lui après sa chute, recevant notamment les émissaires au niveau CEDEAO qui étaient venus rencontrer le nouveau président d'Amiba. Et avec la pression, ils ont pu donc constater par eux-mêmes que chez le président Roch Kaboré, ça allait et que voilà, il n'y avait pas grande inquiétude à se faire. Mais après, les jours allant, on se rend compte qu'il y a moins d'informations sur les conditions de sa détention et surtout qu'il revient de plus en plus qu'elles sont un peu plus fermes. Donc, du coup, ça fait que des questions légitimes peuvent être posées. La CEDEAO avait déjà lancé cet appel à sa libération. Et puis, on avait le caractère taiseux de ses proches eux-mêmes et de son parti politique qui, à un moment donné aussi, a décidé de sortir. Maintenant, quand vous avez vu en son temps la ruée vers la majorité, ce serait quand même un peu ingrat que le chef en prison, tout le monde fasse comme si de rien n'était. Et l'UNIR-MPS est dans son rôle
que de demander la libération de celui avec qui ils ont fait un attelage à un moment donné. Donc, pour moi, ça n'est que logique. Parce que quand vous regardez pour les autres, ils sont revenus à leur quotidien. Hein. Quand vous prenez même le cas de Béni Sankara, il a rejoint le barreau dès que le gouvernement a été dissous suite au coup d'État. On sait qu'est-ce que les textes disent en la matière. Donc, étant donné qu'il n'existe, il ne fait plus partie du gouvernement, il a rejoint le barreau. Et puis c'était vendredi 3 mars, si je m'abuse, et on l'a vu revenir pour défendre dans le dossier Thomas Sankara, dossier dans lequel il a été en tout cas l'une des pièces maîtresses. Donc c'est ça aussi la réalité. Maintenant, tout le monde ne peut pas reprendre son train-train quotidien et puis oublier le cas de l'ancien président qui est dans des situations pas simples et dont il revient en termes d'information qui lui est changé de lieu de comment on pourrait appeler ça, pour parler de prison ou en tout cas de ce qui lui sert d'appartement de résidence. Cela lui est changé, on dit d'un point A après point B après point C, donc c'est pas facile. Une heure de visite, dit-on, pour amis, famille et tout. Et alors qu'au départ ce n'était pas ça, donc ça devient vraiment contraignant, ça devient vraiment difficile pour lui. Donc quand vous avez toutes ces informations là, vous qui avez été à ses côtés, ceux qui ont été avec lui, ils ne peuvent pas être taiseux. Sinon ça donnait l'impression d'un lâchage en norme et donc des gens de trahison. Et pour cela, il faut se bousculer. Et je pense que c'est un peu dans cette logique-là qu'on entend maintenant ces anciens alliés sortir et demander cet élargissement-là de l'ancien président. Ça n'est que logique. Maintenant, quand on regarde aussi l'inconfort, c'est comme ça que je l'appelle, des autorités aujourd'hui, c'est elles-mêmes qui l'ont créé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cristallise comme, je parle de l'ancien président, qu'est-ce qu'il cristallise comme facteur déstabilisant pour eux. Peut-être que nous ne maîtrisons pas tout, eux ont toutes les informations et tous les renseignements, peut-être que c'est pour ça qu'ils le maintiennent. Maintenant, quand vous avez suspendu la Constitution, vous l'avez ramenée, c'est un citoyen comme tous, il a droit, il a des droits au regard de nos textes. Si il n'y a pas de charge retenue contre lui, il devrait être libre de ses mouvements. Pourquoi est-ce que l'ancien président Roch Kaboré est en résidence alors que la plupart de ses ministres peuvent se promener dans Ouagadougou comme ils veulent? Donc, pour que quelqu'un soit privé de ces droits-là, il faudrait qu'il y ait, pour moi, des éléments qui aient été reversés, une justice qui prenne le relais. Maintenant, si jusqu'à présent on n'y est pas, ça fait un peu bizarre. Et ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Donc, ils se sont mis dans un inconfort en le gardant depuis maintenant, ça fait 2 mois. Et voilà une CEDEAO qui commence à mettre la pression. Elle l'avait demandé au départ. Maintenant, c'est une injonction avec un ultimatum. Et je disais hier, s'il s'exécute, on dira c'est après la pression qui se fait exécuter et parce que les uns et les autres sont sortis pour demander sa libération. S'ils ne le font pas, ça va tomber, hein, ça, il n'y a rien à faire. Les sanctions ciblées, elles vont tomber. Maintenant, hier, on a vu les déclarations de biens de l'ancien président. Moi, je n'ai pas vu de compte à l'étranger. Hein. Donc, souvent, même quand on parle de gel, on parle d'impossibilité de voyager, des choses de ce genre-là, c'est moins impactant, souvent pour ceux qui prennent le pouvoir par des coups d'État, parce que c'est très souvent pas aussi des personnes qui ont l'habitude de l'extérieur. Quand je veux dire l'habitude de l'extérieur, qui sont très liées à des affaires ou à des éléments de vie hors du pays. Donc souvent, ce n'est pas l'impact qu'on veut. Mais après, avec les fonctions aussi que vous avez, c'est limitant. Ça aussi, c'est une réalité. Et puis, il y a le fait aussi que vous ne faites pas bon élève quand vous en arrivez à des situations de sanctions. Maintenant, pour moi, c'est quelque chose dont on aurait pu se faire l'économie si tant il est vrai que l'ancien président n'est pas aujourd'hui un facteur déstabilisant
ça a été pour moi une erreur que de le garder jusqu'à maintenant. D'accord. Alors, on a rappelé cette sortie médiatique du MPP, le parti de Roch Kaboré. Alors, lors de cette sortie médiatique-là, le parti n'est pas allé de même ordre. Ils estiment que c'est une détention. Et après cette sortie, Bala Sakandé, président du parti, a été entendu. On lui a reproché, entre autres, un activisme politique débordant. Est-ce que cet argument-là pourra contenir les autres partis qui ont, par le passé, soutenu Roch Kaboré? Bon, je ne sais pas, mais c'est clair que chacun lira et verra entre les lignes que ce qui a été envoyé, c'est un message d'intimidation. Ça, au moins, c'est clair. Maintenant, est-ce que ça a eu l'effet escompté? Je ne crois pas. Parce que regardez même sur les réseaux sociaux, regardez un peu l'attitude après du parti. C'est celui un peu d'un genre de situation qui a plutôt évolué en leur faveur. Vous avez vu lorsque Bala Sakandé vient retrouver les membres du MPP avec la petite réunion qu'ils ont eu à organiser de fortune pour que ça ne passe pas comme ça, comme lettre à la poste, et que on en fasse un événement pour dire qu'ils ont fait une erreur. Parce que vous prenez quelqu'un chez lui à la maison, vous le gardez, vous l'interrogez, et après vous lui dites on ne vous retient pas grand-chose contre vous. Et puis, ce qu'on vous reproche, quand vous regardez, c'est une question d'interprétation. Cette question d'activisme, le thème c'est quoi? Débordant. Activisme politique débordant. Activisme politique débordant, ça veut dire quoi? Donc, en fait, au fond, ça devient ridicule. Ce qui s'est passé, ça, pour moi, a ajouté un peu plus de sympathie à Bala Sakandé et à ses amis, parce que c'est une erreur qu'ils ont eu à commettre là. Et donc, du coup, eux l'ont fait mousser. Donc, pour moi, l'intimidation n'a pas eu l'effet escompté. Donc, ça ne freinera pas ceux qui ont envie de dire, écoutez, à la vérité, il faut libérer l'ancien président. Maintenant, il y a aussi la question de la CEDEAO qui, pour moi, est un élément majeur. Parce que eux ont des moyens de contorsion. Donc, quand vous regardez, il y a comme une épée de Damoclès qui est sur la tête des dirigeants actuels. Pas qu'ils craignent les sanctions en tant que telles, mais c'est que ça n'envoie pas un bon message. Et puis n'oublions pas, jusqu'à présent, quand vous regardez la façon dont le cas burkinabé est traité, je ne dirais pas que c'est avec beaucoup de largesse ou voilà, un peu plus de comment dire cela, un peu moins de niaque, mais il y a que on avait l'impression qu'on nous donnait le temps parce qu'on donnait bonne impression, on donnait l'impression d'aller dans un bon sens. Maintenant, quand on commence à être difficile sur certaines demandes, ça va être compliqué aussi que sur d'autres questions, ils ne soient pas plus fermes. Déjà que la question de la durée de la transition, ils ont déjà ouvert la brèche là-dessus. Donc, ça veut dire que sur ces sujets-là, il faudrait qu'on commence à monter patte blanche pour que on retourne peut-être à ce rapport de confiance où on se dit peut-être qu'avec les militaires qui sont au Burkina, on n'est pas dans le même jusqu'au boutisme, parce qu'on a parlé de la question guinéenne tout à l'heure, on connaît la posture malienne, ils vont se dire, bon, eux, peut-être ne tranchent pas, et peut-être tranchent d'avec la façon dont les autres se comportent. Sûrement qu'il y a des façons d'être conciliants avec eux, il y a des moyens de trouver des justes milieux, parce qu'ils ne sont pas arc-boutés sur des positions, ils peuvent accepter de bouger un certain nombre de lignes. Donc du coup, il y a un message à envoyer sur cette question, et c'est ceux qui nous observent, ils ont dit jusqu'à jeudi. Et jeudi, si c'est pas fait, c'est clair qu'on aura peut-être dans les heures ou les jours qui vont venir des sanctions qui vont tomber, et c'est des choses, je le répète encore, dont on aurait pu pour moi se faire l'économie. Maintenant, quand vous regardez aussi, quelquefois il y a des exemples qui ne donnent pas comment dire cela, qui ne donnent pas qui font que vous n'avez pas forcément confiance, mais vous vous dites, bah écoutez, des fois les gars aussi, il faut être prudent avec eux. Regardez le cas guinéen. Le président Alpha Condé, l'ancien président, malade, permettez-lui d'aller se soigner. Mais regardez l'audio qu'on a eu récemment. Mais le malade, il est en train de penser qu'à comment est-ce que son RPG, son parti et lui reviennent au pouvoir. Il ne pense que déstabilisation. Il dit l'heure est à la mobilisation, mettons-nous en ordre de bataille parce que le pouvoir là va vaciller
il y a la question de la vie chère, il y a un certain nombre d'éléments qui sont le contre-coup de situation au niveau international, une vague qui va toucher tous les pays de la sous-région, et ça sera difficile et intenable pour la plupart des chefs d'État, y compris celui qui est en Guinée, et ça sera le moment de la protestation. Il faudrait qu'on tire le meilleur parti de cette période-là. Ne laissons pas Cellou Dalein Diallo, qui est l'opposant maintenant presque historique, tirer le meilleur parti de cette période-là. Et il est dans les jeux d'alliance possibles au regard des ethnies. C'est ce qu'il dit très clairement. Celui-ci est de telle ethnie, celui-ci est de telle ethnie. Je pense qu'avec celui-là on peut bosser, avec celui-là on peut faire ceci. Mais un président qui, dit-on, est malade et dont les militaires ont eu la largesse de lui accorder quand même une possibilité d'aller se soigner, qui, arrivé là-bas, n'est dans autre chose qu'un plan de déstabilisation. Donc quand vous voyez ça aussi, vous vous dites, mais est-ce que les gens n'ont pas raison d'être prudents ? C'est ça aussi la réalité. D'accord. Ultimatum de la CEDEAO, pression des partis politiques, notamment les partis de l'ex-majorité. Est-ce qu'il ne faut pas craindre l'effet boule de neige? Parce que ce week-end aussi, on a vu des sorties d'organisations de la société civile appelant à la libération de Roch Kaboré. Oui, mais à ce rythme-là, nous tous également, on risque ici d'être accusés, à tort ou à raison, d'activisme politique débordant, ou je ne sais pas moi, puisque c'est des commentaires qu'il a fait. Le sujet est régulièrement enrôlé. Oui, le sujet est régulièrement enrôlé. Et puis, ce qui lui est reproché, c'est quand il dit que ce n'est pas toute l'armée qui a fait le coup d'État, il y a toujours des républicains. Et là, il avait dit avant même le coup d'État qu'on n'aura pas un coup d'État parce que notre armée est républicaine. Les uns et les autres avaient dit oui, elle est républicaine, mais il y a des réponses à apporter parce que. Et quand le coup d'État est intervenu, les uns et les autres ont rappelé ça à Nala. Donc, ça sortit cadre également et en cohérence avec ce qu'il avait dit avant. Donc maintenant, ici, le caractère républicain ou non d'un militaire qui a fait un coup d'État se mesure à l'aune de quoi? Est-ce que c'est Bala qui a l'unité de mesure ou quoi? Qu'est-ce qui fait courir nos militaires qui sont au pouvoir? Je ne sais pas. De toute façon, le coup d'État a été consommé. Même quand il a dit qu'il n'y en aura pas, ça a été fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pris pour donner des réponses. Est-ce que vous donnez les réponses comment on appelle ça, à la situation qui a enclenché que vous assumez en perpétrant ce putsch-là? C'est ça qu'il s'agit. Ce sont les réponses qui vont faire taire vos contradicteurs, comme m'a le dit Geoffroy. Ça ne dépasse pas ça, c'est ni plus ni moins que ça. Maintenant, une conférence de presse qui intervient 2 mois après, au moment où le parti d'ailleurs est en train de voir ses militants et certains cadres quitter le navire, bon, qui est en train de sonner une mobilisation pour savoir qui reste, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas qui réellement est militant MPP, qui ne l'est pas, qui va partir, qui va rester à la date des élections. Si les 3 ans vont être respectés à la date des élections, réellement qui va rester, qui ne va pas rester, qu'est-ce qui va rester au niveau du MPP, très difficile de le savoir. Donc déjà, au moment où le parti se débrouille pour ça, ce qu'ils sont en train de faire, et l'erreur, c'est qu'ils sont en train d'ailleurs de remonter la cote de Bala, qui aux yeux de l'opinion a pris un coup. Au niveau du parti, il y en a également qui ne s'entendent pas sur ça, qui ne s'entendent pas avec Bala, ça au moins c'est clair. Mais avec cette façon de faire, vous êtes même en train de remettre en selle le président du parti et ancien président de l'Assemblée nationale. La réalité aussi, elle est là, comme on appelle ça, implacable. Alors, et ce qui lui est reproché après la rencontre du parti, le communiqué de presse du service de communication dit que c'est lui qui est derrière les affaires, comme on appelle ça, les écriteaux en ville libérés Roch. Les écriteaux ne disent pas renverser temps. Les écriteaux ne disent pas si. Les écriteaux disent libérer Kaboré. Où est le problème? C'est une autre forme d'expression. Si c'était des activités subversives, où c'est clairement établi que ce qui est visé, ce n'est même pas demander la libération de Roch, mais c'est pour autre chose, oui. Mais le message est clair, c'est écrit libérer Roch. Qu'il soit derrière ou pas, est-ce qu'il y a des arguments qui ont été utilisés? Oui. Est-ce que les arguments sont valables? Oui. Est-ce que c'est eux seuls qui demandent la libération de Roch? Non. La CEDEAO demande la libération de Roch. Les émissaires de la CEDEAO ont demandé. L'Union, comment on appelle ça, la représentante de l'Union européenne pour le Sahel a demandé. Sur le plateau d'émission, nous autres, nous avons demandé. Maintenant, quelqu'un a trouvé une autre façon d'aller écrire sur un mur dehors.
que Bala soit derrière ou pas, est-ce que l'argument il est valable ou il n'est pas valable. C'est pourquoi j'ai dit à ce rythme-là, nous tous nous allons finir et puis sortir un matin et puis aller répondre pour activisme politique débordant. Si ce n'est que ça en tout cas. Donc, il faut déjà mettre un contenu à ce propos. Oui, sincèrement. Ça, je suis d'accord avec ceux qui disent de mettre un contenu dans l'activisme politique débordant. Vous avez rétabli les droits des citoyens. Le droit, la liberté d'aller et revenir. La Constitution a été rétablie. C'est-à-dire que les activités politiques, les activités à caractère social et tout peuvent reprendre. Même la suspension, ce qui bloquait même au niveau administratif. Il y a la machine tournait au ralenti. Il y avait des activités qui étaient bloquées parce qu'on a même dit de ne même plus engager de nouvelles dépenses. Conséquence, même les dépenses qui étaient engagées, qui étaient dans le circuit, ont été freinées parce que les uns et les autres ne voulaient pas prendre de risques. On a fait combien de temps sans gouvernement? Tout ça c'est réglé. Il reste quoi à faire? C'est donner des réponses aux préoccupations des Burkinabés, d'abord sur les questions sécuritaires, faire en sorte que les déplacés internes retournent chez eux. Est-ce que la libération d'Europe peut empêcher que vous puissiez trouver vos réponses sur la question sécuritaire et le retour des déplacés internes? Est-ce que ça peut empêcher? Pour quelqu'un, je dis bien que quand il est tombé, les uns et les autres se sont demandé est-ce que monsieur n'a même pas appris qu'il y a un coup d'État qui se prépare, mais il n'a rien fait empêcher parce qu'à un moment donné, on sentait peut-être que le pouvoir était trop pesant pour lui. Tous ces commentaires-là, on les a entendus. Non, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense, de fait c'est de pouvoir également savoir raison garder. Parce que il ne faut pas donner des arguments de manifestation, je dis bien inutiles, alors qu'on n'en a vraiment pas besoin. Merci, messieurs les juges. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. On se rappelle les conclusions du sommet extraordinaire tenu à Accra sur la situation au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, avait accouché en tout cas un certain nombre de recommandations. Il avait été recommandé à la Guinée de proposer un chronogramme clair et présenté justement avant le 25 avril. Alors quand on écoute les autorités guinéennes, alors ils ne se reconnaissent pas dans ces décisions prises à cette rencontre de Accra. Et le porte-parole du gouvernement, Ousmane Diallo, estime justement que ce qui a été dit n'engage que les chefs d'État au niveau de la CEDEAO et n'entendent pas en tout cas se plier à ces injonctions-là. Votre réaction, juge Var? Oui, là, la Guinée semble être en rupture de ban ici avec ces pairs de la CEDEAO. Quand on regarde, on voit de la réaction, celle-là, elle tranche avec ce qu'on avait avant. Avant, c'était, je pense, décembre, lorsqu'il y a eu les premières mises en garde, il disait non, on comprend le fait que la CEDEAO demande qu'il y ait un calendrier plus clair, mais il faudrait que la CEDEAO aussi patiente pour que les Guinéens puissent, par eux-mêmes et au regard de leurs enjeux, se trouver un calendrier qu'ils puissent respecter et qui ne donne pas des dates rien que pour nous donner des dates, mais parce qu'il y a du contenu et que ce soit des dates qui soient tenables pour eux. Donc le discours c'était ça. Mais aujourd'hui, le discours il a carrément changé. C'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les propos qui sont tenus n'engagent que celui qui les a tenus. Nous, les Guinéens, c'est pas notre problème. Donc du coup, là, on est comme dans un genre de rupture de ban. Et ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'il y a quelque chose qui les invoque aussi, qui pour moi est pertinent. Quand ils disent on n'a pas été conviés, on n'a pas été invités. Regardez, sur cette question, on dira oui, le Burkina n'a pas été, le Burkina ça a été pareil, on n'a pas vu, il n'y a pas une invitation venue pour le président d'Amiba, mais pour celui malien, il y avait clairement une invitation faite à Goïta, mais à la fin, on se rend compte que Goïta aussi, il est appelé parce qu'il devient pour eux un vrai casse-tête. Et quand vous regardez, la CEDEAO est dans un... c'est même un euphémisme que de parler d'inconfort. Donc, du coup, ils étaient obligés de manœuvrer. Et c'est à l'attitude de Goïta que la CEDEAO a été contrainte de dire « Viens, on va discuter ». Mais ça aussi, la leçon, tout le monde commence à le comprendre. Et on a l'impression qu'il y a une Guinée qui est en train de vouloir en faire à sa tête et qui obligera peut-être la CEDEAO à un moment donné aussi à vouloir l'écouter. Parce que jusqu'à présent, pour ce qui est de la Guinée, on a l'impression, en tout cas pour la façon dont ça s'est passé la dernière fois,
ils n'ont pas été vraiment écoutés. C'est vrai qu'avant ce type de rencontre au niveau chef d'État, il y a d'abord celle un peu plus en dessous, ministérielle, avec des missions et tout. Mais après, la Guinée estime qu'elle n'a pas été conviée, donc ce qui s'y est pris comme décision ne la concerne pas. Mais il y a un problème aussi, c'est que quand vous prenez le cas guinéen, jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de traîner. On est en train de traîner les assises. Je pense que ça n'est que récemment qu'ils ont décidé de les faire. Alors qu'ils ne sont pas dans les mêmes réalités, par exemple, que celles burkinabé et maliennes, où, en plus de la question de gouvernance qui est posée, il y a la question sécuritaire qui est plus que prégnante. Et on ne va pas à des élections si on n'a pas sécurisé un territoire. En tout cas, dans son optimum. Donc ça veut dire que ça devient une limite aussi objective. Peut-être que vous allez décider de faire les élections dans une partie que vous maîtrisez. Et ça, ce n'est pas forcément les meilleures élections qu'on veut. Et quelquefois, ça nous ramène encore à la case départ. Alors que pour la Guinée, c'est vraiment différent. C'est des questions de mauvaise gouvernance. Et puis un troisième mandat, c'est un mandat de trop concernant Condé. Donc on s'est dit, bon c'est vrai, le vieux il a fauté. Vous êtes venu, vous avez mis un frein à cela, mais on peut facilement revenir à un ordre normal, pour peu que vous y mettiez du vôtre. Mais pour le cas guinéen, franchement, c'est difficile de comprendre, c'est difficile de maîtriser, si ce n'est qu'on a un Doumbouya et ses camarades qui ont envie de faire durer un peu plus cette transition-là. Vous savez, le fauteuil, il est enivrant quand on s'y assoit, c'est une réalité. Et il a lancé des gens, je ne parlerai pas de course aux sorcières, mais il a lancé tellement de... C'est vrai que la corruption là-bas, elle était forte. Il a lancé plein de dossiers comme ça, un peu judiciaires, même sur la question de certains biens qui dit-il appartiennent à l'État. On a vu celui d'Alain Diallo qui était dépossédé d'une maison. Il y a beaucoup de petits éléments comme ça qu'il est en train de lancer. Pour beaucoup, ça fait du populiste. Mais ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait un travail clair qui permette à ce qu'il y ait un vrai jeu démocratique qui se fasse et que les partis politiques puissent s'exprimer et aller vers les populations pour demander les votes et que le Guinéen, en définitive, décide avec qui il veut aller. On sait comment Alpha Condé a été mal élu à un moment donné où pour beaucoup ça a penché franchement sur le côté celui d'Alain Diallo qui lui a eu la grandeur d'esprit à un moment donné vu les frictions qu'il y avait et les risques d'affrontement de dire ok je me retire, il n'y a pas de problème, je laisse. Et c'est comme ça que Condé était passé. Sinon c'était limite et tout le monde savait qu'il y avait une fraude massive. Donc c'est-à-dire que celui d'Alain Diallo et d'autres qui ont eu à un moment donné foi en leur victoire sont restés en ravalant leur goût et attendant à un moment donné que l'expression du peuple soit celui-là qui est pion sur rue, soit celui-là qui soit celui accepté de tous et que eux, s'ils devaient accéder à la magistrature suprême, que cela se fasse. Donc ceux-là aussi ils attendent des élections. Mais avec Doumbouya, on a l'impression qu'on ne veut pas y aller. Donc ça fait que c'est une situation qui est quand même un peu complexe. D'accord. Alors la CEDEAO qui maintient les sanctions concernant le Mali, qui décide de mettre la pression sur la Guinée et le Burkina Faso, tout en laissant entendre justement qu'il y a des possibilités de négociation avec l'option de désigner des médiateurs pour les deux pays. Pour le cas guinéen, on peut dire déjà que c'est mal parti avec cette sortie du porte-parole du gouvernement. Oui, comment ne pas penser à Maître Sékou Touré, qui certainement doit être fier de ses petits-fils. Parce que c'est comme ça que je prends la chose. C'est une Guinée qui est habituée à dire non quand elle ne veut pas et à dire oui quand elle veut. Et ça, c'est ce que, depuis ce coup d'État, c'est ce que cette Guinée est en train de faire. N'en déplaise effectivement au sous-préfet de la CEDEAO, parce que le préfet maire de Paris donne les injonctions. Il a même dit clairement, maintenant c'est à Mondo Vision, tout le monde sait que c'est lui qui donne les injonctions et puis les sous-préfets appliquent. Donc, qu'on m'excuse le terme, mais c'est comme ça. À moins que la donne change. Mais les Guinéens, je dis bien, s'assument. Mais les Guinéens ont un avantage. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas dans le CFA. Ils ont le franc guinéen. Ils sont dans la CEDEAO. Mais sur le plan monétaire, ils ont une marge. Les Guinéens ont une marge de manœuvre par rapport aux autres pays. Donc les sanctions qui pourraient venir, peut-être que les autres États de la CEDEAO vont dire qu'ils ne vont plus commercer avec la Guinée. Je ne sais pas comment est-ce que ces sanctions-là vont enclencher, surtout si elles n'ont pas suivi le droit, si ça va être des sanctions illégales comme on l'a vu au niveau du Mali, jusqu'où on ne sait pas comment est-ce que cela se pourrait avoir. Ça c'est le bras comme on appelle ça, s'il y aura application des sanctions économiques et tout ça, c'est l'autre bras
l'autre pan de ce bras de fer là. Sinon pour le moment, c'est des Guinéens qui ont renversé un chef de l'État, mais qui n'entendent pas être dictés sur le calendrier. C'est comme s'ils disent, écoutez, c'est pas vous qui nous avez envoyé, laissez-nous tranquilles. C'est comme ça que je perçois effectivement ce message-là. Mais pour le moment, c'est aussi des militaires qui ont travaillé à avoir une certaine aura auprès des populations. En tout cas, il y a moins de contestation, comme au Mali. C'est chez nous que c'est différent. Donc, ce qui fait qu'il y a cet avantage-là que les Guinéens, effectivement, ont. Mais pour des peuples qui ont, comment on appelle ça, au cours de l'histoire, sont restés intraitables. Même Alpha Condé, suivons, Alpha Condé également est resté intraitable. Même quand il a pris le pouvoir, quand il était dans les derniers moments, quand ils lui ont dit de signer, les chefs de l'État sont allés le voir. Son grand ami, son conseiller économique, Alassane Ouattara, est allé. Il dit signe pas. Il a dit à la délégation, si c'est comme ça, ça va être mon cadavre. Moi, je ne veux pas. Il dit, je ne signerai pas une démission pour donner à des enfants que j'ai habillés et nourris. Il dit signe pas. Ils ont tout fait. Lui, il n'est pas Ibeka, il ne va pas signer. Il est resté intraitable. C'est ça le Guinée, jusqu'au bout. Je ne signe pas. Vous m'avez renversé. Écoutez, assumez votre affaire. Doumbouya et ses camarades, c'est également dans la même veine. C'est le Guinéen en fait. C'est marqué au corps depuis 58, depuis cette date, légendaire date de 58, c'est chevillé au corps. Donc ici, la Guinée est en train de dire à la CEDEAO, mais elle a bien joué son jeu. Pour le moment, elle est suspendue et elle dit qu'on ne m'a pas consulté. Bon, vous êtes suspendu, on ne peut pas vous associer, vous ne pouvez pas venir à la table, puisque vous faites l'objet de suspension. Donc, comment est-ce que, même quand il s'agissait de sanctionner le Mali, ils ont dit non, ils n'ont pas été consultés alors qu'ils sont un État à part entière, donc pour ça ne les engage pas, ils vont continuer avec le Mali. Mais ils savent très bien, ils savent à quel jeu ils jouent. Donc, c'est une posture qui, comment on appelle ça, sur fond de populisme, mais il y a un, comment on appelle ça, c'est aussi l'illustration qu'ils veulent s'assumer. Mais là où effectivement, les autorités guinéennes également ne nous disent pas c'est où est-ce que réellement vous voulez aller. Alpha Condé a été renversé pour le troisième mandat. Donc, c'est pour éviter que effectivement un autre homme politique ne vienne pour faire des choses comme ça. Donc, les militaires guinéens laissent percevoir que naturellement la constitution va être revue pour aller à des élections. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que le Mali, ils n'ont pas les mêmes problèmes que le Burkina Faso. Là-bas, la crise est beaucoup plus institutionnelle. Donc, de mon point de vue, à moins de vouloir vraiment rester et régner à vitam aeternam sans raison valable, normalement, l'accélération devait pouvoir, en un an, ou plus 6 mois, pour la Guinée, ça pourrait être réglé. Parce qu'elle est beaucoup plus institutionnelle, c'est lié beaucoup plus au fonctionnement. Si c'est les questions judiciaires, si la justice est comme on appelle ça, est autonomisée, si elle devient indépendante et elle n'est pas sous la pression du politique, elle peut faire son boulot. Elle peut faire ses enquêtes, ses investigations, juger ce qui doit l'être et tout. Si elle s'affranchit, il n'y a pas de problème. Donc, à moins qu'il y ait d'autres raisons qu'on ne nous a pas dit, ou un autre agenda qu'on ne connaît pas, la Guinée quand même pouvait, de mon point de vue, accélérer son processus pour aller aux élections. Ça, je pense qu'ils peuvent le faire. Mais maintenant, pourquoi ils ne le font pas? C'est à ce moment que Doumbouya et ses camarades doivent donner plus d'explications. Sinon, là-bas, j'ai dit, c'est très différent. Ce n'est pas un terrorisme qui accule un État, qui cherche des moyens d'abord pour sécuriser des zones, parce que même il y a des localités, des chefs-lieux de région, où un candidat dans certains pays, comme on appelle ça, au Burkina ou au Mali, c'est pas évident que en période de campagne électorale, dans des chefs-lieux de région, puissent aller s'arrêter sereinement, tenir le meeting 2 heures et puis repartir. Les dernières élections, c'est après les élections, nous avons appris que cette accalmie qu'on avait eue a été le fruit d'une négociation et de l'argent aurait été effectivement versé. Mais même là, ça n'a pas empêché qu'on ait une attaque terroriste pendant la campagne, à tel enseigne que certains partis avaient suspendu leur campagne le temps d'une journée et puis reprendre après cette attaque terroriste-là. Donc, mais au Mali,
Choguel Maïga l'a dit, et c'est clair, c'est même pas Choguel. Même si Choguel ne l'avait pas dit, il y a des chefs-lieux de région, je ne parle pas de chefs-lieux de région, où un candidat ne peut même pas rêver aller battre campagne. Il ne peut même pas. C'est pendant une période de campagne que Soumaïla Cissé a été enlevé pour les législatives. Donc, il y a quand même des signes clairs. Mais je dis, la Guinée, c'est vraiment différent. Maintenant, c'est un bras de fer que Doumbouya et ses hommes sont en train d'engager contre la CEDEAO. Maintenant, qui va gagner dans cette affaire-là et à qui va profiter ce bras de fer qui, de mon point de vue, la Guinée n'a pas... Quand on regarde les éléments, elle n'a pas besoin de trop tirer pour pouvoir aller aux élections. Si c'est réellement pour redresser les choses sur les questions institutionnelles et tout, elle peut facilement aller aux élections. À moins que Doumbouya et ses hommes une autre raison qui ne nous disent pas de le faire. Et je suis curieux d'ailleurs de savoir de quoi est-ce que ça retourne. D'accord. Alors, juste voilà, vous avez parlé d'inconfort des chefs d'État de la CEDEAO vis-à-vis du cas malien. Aujourd'hui, on a un bras de fer qui s'engage avec la Guinée. Est-ce que ce n'est pas un autre front qu'on ouvre? Est-ce que ça va pas être un autre boulet au pied de ces chefs d'État de la CEDEAO? Oui, mais vous savez, ces chefs d'État, ils commencent à être de plus en plus difficiles à comprendre. Dans leur attitude, dans leurs décisions et dans leur approche. Parce que quand on regarde, même avec le cas malien, je l'ai dit, des gens qui, c'est vrai, choquent avec 4 ans en termes de propositions, les ramènent jusqu'à 2 ans. Vous leur demandez 1 à 1 an, 6 mois. Pour les 6 mois, vous continuez de maintenir la pression sur le pays, sachant ce qu'il pourrait avoir comme conséquence. Le Mali, depuis le début de l'année, depuis les sanctions, n'arrive plus à respecter ses engagements vis-à-vis des gestions et pays au niveau de notre espace communautaire. Les milliards qu'ils doivent ne les paient plus, parce que vous avez gelé leurs avoirs et tout, mais ils sont en train de chercher à trouver aussi des alternatives. Et dedans, et dans le courage, vous savez, c'est comme ça, hein, dans les turpitudes, dans la façon dont vous êtes acculé, vous retrouvez dans vos ressources, vous partez puiser pour trouver un nouveau souffle. Ils sont premiers producteurs de coton. Vous savez comment ça se passe? Ça veut dire que quand ils ont obtenu un couloir, notamment je pense avec la Mauritanie, pour pouvoir écouler ce coton-là, c'est des devises qu'ils pourront avoir en retour. Maintenant même, notre espace monétaire qui accepte de sanctionner ainsi le Mali se retrouve aussi dans une situation où on connaît comment ça se passe. Chaque pays constitue des réserves et tout. Le Malien ne va pas aller vendre son coton puis venir continuer de renforcer ses réserves au niveau de notre espace monétaire. Ils ne le feront pas. Donc, il y a un contre-coup forcément qui va se faire. Et tout ça, juste parce que on n'aime pas la tête des militaires qui sont au Mali. Mais le problème, c'est qu'on a peut-être adhéré à un espace. Mais ça ne doit pas être dicté. Parce que ce à quoi on est en train d'assister, c'est une dictature des chefs d'État de la CEDEAO sur certains pays membres. Et écoutez un peu le président ghanéen qui dit, à l'ouverture, j'en parlais hier, qui parlait des 3 pays comme étant ces récalcitrants pour lesquels on va prendre des dispositions pour leur montrer le chemin. Mais quelles sont ces façons de parler à d'autres pays qui sont souverains et indépendants? C'est la question. En fait, on a l'impression qu'ils traitent de haut certains pays qui sont dans des situations qu'ils ont eux-mêmes favorisées par les amitiés qu'ils ont entre eux et le laisser faire et le laisser aller. Ils n'ont pas osé dire la vérité à Condé en son temps lorsqu'il faisait son 3e mandat. Ils n'ont jamais voulu accepter, ils ont toujours bloqué. Et lorsqu'on veut changer les textes, ils ont trouvé la forfaiture de dire non, 6 mois avant, on ne peut pas changer les textes. Mais ils ont compris et on le voit au fait que ça ne résout pas la situation. Les chefs d'État, lorsqu'ils arrivent à la fin de leur 2e mandat, ils savent qu'ils ont juste un délai pour pouvoir changer la constitution et puis pop, c'est reparti. Mais ça, quand on veut aborder la question, parce que demain ça peut les concerner, ils ne veulent pas l'aborder. Donc il y a une politique de l'autruche qui rattrape et puis des gens qui reviennent avec une certaine caractère un peu hautain et vouloir dicter à certains peuples qui se sont assumés face à des dérives, de dire non, d'ailleurs il faut faire comme ça et puis passer à un ordre qui soit plus logique. C'est vrai, le coup d'État, ce n'est pas des choses qu'on accepte, mais il y a des explications à cela. Et lorsque vous ne voulez pas aborder les éléments chrysogènes, on se retrouve dans une situation de serpent qui se mord la queue et vous n'êtes pas crédible. C'est ce dans quoi aujourd'hui nos chefs d'État de la CEDEAO sont. Et
ils sont incompris. 2, ils sont pas crédibles. Et puis 3, ils n'ont pas la bonne approche. Et donc c'est dans cette situation-là qu'on est. Mais en même temps, quand ils sanctionnent, c'est pas seulement le pays qui est sanctionné qui en pâtit. Regardez le cas du Mali. Le Sénégal est en train de subir de plein fouet les sanctions qu'ils sont en train de mettre sur le Mali. N'oublions pas que le Sénégal a 21% d'exportation à destination du Mali. C'est son premier client. Le premier client du Sénégal, c'est le Mali. 21% de son exportation est dédiée au Mali. La balance commerciale en 2020 était excédentaire pour le Sénégal à 190 milliards. Donc regardez ce que le Sénégal est en train de perdre. Et le commerce sénégalais est en train de subir cela de plein fouet. Mais pourquoi est-ce que vous vous entêtez à nous mettre dans une situation pareille, à mettre nos économies à genoux, alors qu'on sort d'une période de Covid, on voit ce qui est en train de se passer en Russie, on voit beaucoup d'éléments dont l'Afrique va subir le contre-coup. On s'est tiré une balle dans le pied et puis on est là, on ricane et on est content entre nous. Et je trouve que c'est dommage ce que les chefs d'État sont en train de faire. Maintenant avec la Guinée c'est pas le Mali, la Guinée c'est pas le Burkina, ils battent leur monnaie. Donc, question de sanctions, autant parce que le Mali fait partie de notre espace monétaire, la sanction elle est plus forte. Parce que n'ayant pas accès à des comptes, avec la Guinée, ça sera pas pareil. Ils battent leur monnaie. Donc ils ont une économie qui aurait une certaine résilience parce qu'ils ont un mécanisme qu'ils tiennent eux-mêmes dans leurs mains et qui ne dépend de personne d'autre. Et puis ils ont accès à la mer. Donc ils sont très forts pour dire à la CEDEAO, bon écoutez, faites ce que vous voulez. Et puis ils ont un sous-sol très riche, ils discutent directement avec le reste du monde et tout se passe au port et puis c'est parti. D'accord. Donc ils vont bander les muscles, on attend de voir ce que ça va donner. Mais je pense aussi que pour le cas guinéen, il n'y a pas à aller vite, mais il y a à permettre aux Guinéens de s'autodéterminer et puis de revenir à un ordre normal. Doumbouya ne peut pas aussi rester ad vitam aeternam, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut qu'ils mettent les conditions pour qu'ils puissent revenir à un ordre normal. Maintenant, ce que la CEDEAO devrait comprendre, c'est que son rôle devrait être d'accompagner ces États-là, c'était d'accompagner ces transitions et non de venir donner des injonctions comme ils sont en train de le faire pour juste revenir à un ordre sans tenir compte des contextes dans lesquels ces pays-là sont. On ne va pas forcer le Mali à organiser des élections dans un contexte où 80% de son territoire n'est pas maîtrisé, demander au Burkina d'aller très vite alors qu'on sait qu'on a eu une transition il n'y a pas si longtemps. Il y a des éléments qu'il faut régler ici et maintenant. Maintenant, on ne va pas permettre aussi à des gens qui se sont installés de le faire pendant 4, 5, 6 ans et qu'on ait des mandats, des transitions qui ressemblent à des mandats dans des pays. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. D'accord. Alors, au sortir de ce sommet-là, on connaît le sort qui est réservé au Mali. On a eu la réaction des autorités guinéennes. Au Burkina Faso, c'est toujours silence radio. Vous comprenez cette stratégie-là, cette façon de faire, ou bien on attend de mieux observer avant de se prononcer? Bon, vous parlez de stratégie s'il y a. Mais je pense que nos autorités ont pris une autre direction qui est de négocier en sourdine. Elles font ce que la France aime. L'affaire des salons feutrés où il y a moins de bruit. On soupçonne que X était hier nuit avec Y, mais c'est pas sûr. Ça plaît aux vrais diplomates et parce que ça permet de dérouler dans l'ombre le calendrier effectivement qu'ils veulent. C'est d'ailleurs dans ces consultations que certains sont allés également faire savoir qu'ils ont même proposé l'exil au président Kaboré qui aurait décliné l'offre préférant sa résidence de la Padoue. Donc, et les chefs d'État leur avaient dit clairement il est libre de choisir d'être là où il veut. Mais bref, effectivement, les Burkinabés ont choisi de faire une diplomatie en sourdine pour rencontrer les chefs de l'État pour plaider pour que la CEDEAO ne sanctionne pas ceci ou cela. Bon, voilà. Mais est-ce qu'à un moment donné on pourra tenir? Tout dépendra de la direction de la direction qui sera prise par nos autorités. C'est en fonction de cela et des objectifs. Parce que quand j'entends dans une interview le président ivoirien dire j'ai parlé aux jeunes à Ouaga, il n'a pas dit j'ai parlé aux autorités burkinabées, il a dit il a parlé aux jeunes. Il n'y a pas eu de réaction officielle pour dire il a parlé à notre chef de l'État, il a parlé aux autorités. Mais vous n'avez pas parlé aux jeunes. Ce silence là sur le plan diplomatique n'est pas bon. Parce que ça permet ce regard condescendant là des autres chefs d'État vis-à-vis de vous et de votre État. Ambalo était clair avec Alassane, il n'y a pas de petit président. Il n'y a pas de petit pays, nous sommes tous des chefs de l'État ici.
C'est comme ça qu'on se fait respecter. Les Maliens, la moindre guerre qui est portée contre le Mali, les Maliens réagissent. Donc nous, pour le moment, comme on a choisi cette façon de faire les choses en sourdine, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer à un moment donné. Mais vous aurez remarqué que ce soit la Guinée ou le Mali, ils ont tout un peuple derrière. Quand la CEDEAO a envoyé ses sanctions économiques, on a vu la mobilisation, la monstre mobilisation à Bamako. C'était un signe. Mais ici, si nous ne savons pas où nos autorités vont, c'est difficile d'accompagner. Alors que là-bas, les Maliens ont dit, nous sommes allés chercher des partenaires, c'est pourquoi on ne nous veut pas. Choguel Maïga est allé mettre la France très mal à l'aise à l'ONU, jusqu'à la tribune officielle de l'ONU. Il dit qu'ils ont été abandonnés en plein vol. Ça courissait Paris. Mais ça a permis pour lui, pour les autorités de mobiliser sur le terrain, même sur le fond de populisme. Mais ici, pour le moment, sur le plan diplomatique, tout, on ne sait pas où est-ce qu'on veut effectivement aller. Donc, ça, maintenant, quelle va être la réponse qui sera accordée? Je ne sais pas. Nous attendons de voir quelle réponse les autorités burkinabées vont donner par rapport aux injonctions. Bon, la date, c'est le 25 avril. Est-ce qu'elles vont réagir avant le 25 ou bien après? Pour le moment, en tout cas, les Guinéens ont été clairs par rapport à leur calendrier. Mais c'est des États, c'est des chefs d'État. Le syndicat des chefs d'État doit se mettre en tête que les États ont besoin d'être accompagnés. Et que quand on entend qu'il y a une force d'attente de la CEDEAO qui pouvait être activée contre les autorités maliennes, nous avons tout souri. Parce que le terrorisme y est. Et cette force en attente de la CEDEAO n'avait pas été activée. Réaction des autorités guinéennes sur les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO et débat autour du maintien de Roch Kaboré en résidence surveillée. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour cette convocation. Messieurs les juges, merci pour vos clés de lecture. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.